place. Alors, bienvenue à l'Institut d'éthique appliquée. Un tout grand merci. Je tiens bien sûr à remercier Lise Langlois pour cette très aimable, très amicale invitation et je suis vraiment ravie d'être là, d'être au Québec. Voilà. Non seulement j'adore le Québec, mais en plus les discussions qu'on a eues ce matin me convainquent qu'il se passe ici des choses justement sur le plan de la pensée vivante grâce à une forme d'interdisciplinarité à laquelle on n'est pas nécessairement coutumier en Europe. Et donc voilà, je suis vraiment éminemment ravie d'être ici. Alors, je vais être très infidèle au titre que j'avais donné pour cette conférence. J'avais donné le titre Homo juridicus est-il soluble dans les données? On a ce matin, dans un petit séminaire fermé, déjà beaucoup parlé du droit. Et puis je me suis dit qu'ici, il y avait peut-être d'autres gens qui ne sont pas nécessairement juristes et que ça intéressera moins. Alors du coup, en dernière minute, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, le fusil de Lucky Luke, bien entendu. Et je vais essayer de vous parler d'une sorte d'obsession qui me poursuit et que je poursuis depuis maintenant une bonne dizaine d'années pour la gouvernementalité algorithmique, qui est un mot un petit peu barbare. Alors évidemment, on reconnaît un peu l'origine foucaldienne, hein, la gouvernementalité. Qu'est-ce que c'est que cette gouvernementalité? Eh bien, la gouvernementalité, c'est une sorte de ligne de recherche, hein, si vous voulez, qui s'intéresse ou qui m'impose de m'intéresser aux transformations des modes de production du savoir ou de ce qui en tient lieu aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt l'information opérationnelle, les transformations des modes d'exercice du pouvoir ou de la domination, dans certains cas, et les transformations des modalités ou des possibilités, des conditions de ce qu'on peut appeler la subjectivation ou l'individuation, c'est-à-dire comment devient-on sujet individuel et collectif, comment devenir un sujet politique, un sujet juridique, à l'heure des données massives. Alors, il faut bien se rendre compte de quelques éléments du contexte, que nous sommes dans un univers numérique en expansion extrêmement rapide. Quand je dis univers numérique, je ne parle pas d'une transcription, pas seulement d'une transcription du monde physique sous une forme numérique, je parle plutôt d'une sorte de prolifération de données numériques, au départ certes du monde physique, mais qui s'émancipe éminemment du monde physique. On parle souvent de données brutes, par exemple. Qu'est-ce que c'est que des données brutes? Des données brutes, ce sont des données qui n'existent pas du tout dans la nature. Ce sont des données numériques qui émanent un peu comme des phéromones numériques de nos déplacements, de nos comportements, des relations que nous avons avec notre milieu, avec nos amis, toutes nos interactions. Donc, qui émanent, qui ne sont pas des transcriptions conscientes non plus. Ce ne sont pas nécessairement des transcriptions conscientes, ce ne sont pas nécessairement même des données qu'on penserait comme faisant partie du paquet des données à caractère personnel. Non, ce sont vraiment des phéromones numériques qui prolifèrent et qui voyagent extrêmement légers. Donc le numérique, pour moi, toutes ces données numériques relèvent beaucoup moins de la trace, du signal, du signe signifiant, de l'icône ou du symbole. Donc c'est vraiment la donnée brute, c'est un nouvel objet dans le paysage sémiotique, un nouvel objet qui relève plutôt du pur signal, c'est-à-dire du signal sans signification, détaché, désindexé, anonymisé, détaché de son cadre de référentialité, mais calculable, et d'autant plus calculable qu'il est justement le signe numérique, qu'il est assignifiant. Et donc, il y a une sorte de couche numérique comme ça qui prolifère à grande vitesse. Alors, quand je dis à grande vitesse et en grande quantité, il est prédit que d'ici 2025, l'univers numérique pèsera, entre guillemets, parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez léger, pèsera 44 000 milliards de gigaoctets. Alors ça nous paraît abstrait. Il est même impossible de nous représenter ce que ça fait. Donc on sort vraiment du prisme de la représentabilité. C'est pour nous irreprésentable. Mais ça veut dire qu'en moyenne, un individu normalement connecté, bon, il faut savoir on ne sait pas très bien ce que ça veut dire normalement connecté, hein, mais en moyenne, tout individu interagira toutes les 18 secondes avec des appareils connectés. On parle de l'Internet des objets, on parle de tous les dispositifs numériques. Ça veut dire 4800 fois par jour. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est quand même extrêmement massif. Alors on peut se poser la question de mais qu'est-ce que c'est que cette couche numérique? Alors moi je la tiens, je ne vais pas développer ça ici, mais c'est un peu une hypothèse de fond, qu'il s'agit non pas d'une nouvelle forme d'écriture,
comme certains peuvent le dire, mais plutôt d'une forme de capital immatériel, un capital immatériel, éminemment fongible, reproductible à souhait. Jamais les données n'épuiseront le monde physique et nos comportements, nos trajectoires, etc. Jamais elles n'épuiseront le monde physique dont elles émanent comme des phéromones numériques. Et donc c'est éminemment reproductible aussi, et donc virtuellement inépuisable. Alors ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est pour montrer un peu le cadre un petit peu économique dans lequel ça se situe, en quoi c'est un nouvel objet économique aussi, cette donnée, qu'elle soit personnelle ou anonyme ou peu importe en fait, la donnée numérique, le signal numérique, la valeur de chaque signal numérique qu'émettent nos comportements ou qui transpire de nos comportements, de nos actions, de nos interactions, de nos trajectoires, eh bien, n'a jamais aucune valeur individuellement. Les données n'acquièrent de valeur et d'utilité, ne deviennent signifiantes, en quelque sorte, que corrélées, que mises en corrélation avec des données qui ont été collectées dans des contextes temporels et géographiques différents. Et donc, c'est pour ça que c'est un objet qui est difficile à appréhender, parce qu'il est relativement fantomatique. Alors, je dis fantomatique, mais c'est un fantôme tout à fait amnésique. Les données sont rendues amnésiques de leur contexte de production, et c'est en ça qu'il y a une énorme coupure, si vous voulez. On a tendance parfois à penser que, eh bien, à travers les données massives, etc., on est devenu transparent, hein, que le monde physique est totalement connu, que les données épuisent le monde physique, etc. Mais non, il s'agit d'une nouvelle forme de fiction. C'est une nouvelle fiction faite d'une accumulation de signaux insignifiants. Et cette nouvelle fiction de données brutes, en fait, cette accumulation de données brutes, constitue la texture même, je dirais, du capitalisme numérique. Alors je dis capitalisme numérique en m'inspirant un peu des travaux de Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui définissaient dans leur livre Mille plateaux le capitalisme comme libération des flux dans des champs déterritorialisés. Alors il s'agit bien de déterritorialisation, c'est-à-dire que tout ce qui pour nous a une forme signifiant, a une résilience d'objet, a une forme de personne, etc., se trouve sous l'œil des algorithmes, se trouve hyper fragmenté. Donc pour la gouvernementalité algorithmique, je vous définirai un peu ce concept barbare par la suite. Pour les algorithmes, si vous voulez, il n'existe aucun sujet, aucun objet résilient. La seule chose qui existe, c'est un grand corps statistique, un grand corps numérique, proliférant et grossissant en temps réel. Et c'est, si vous voulez, un corps numérique qui a fonction de source authentique. C'est-à-dire c'est un corps numérique qui n'a même plus à être interprété. Il suffit d'avoir l'idée de l'idéologie technique des big data, c'est qu'à condition d'avoir des quantités massives de données, et même avec des algorithmes relativement simples, eh bien, tout devient non pas descriptible, mais prévisible. Et donc, vous voyez sans doute où je veux en venir. Je vais maintenant vous définir ce que j'appelle la gouvernementalité algorithmique. Alors, la gouvernementalité algorithmique, c'est un mode de gouvernement des conduites. Je ne vais parler ici que de la modélisation des comportements humains. Je n'ai pas parlé des big data en santé, je n'ai pas parlé des big data en astronomie, etc. Ce qui me concerne, moi, puisque je suis juriste au départ, donc j'ai ce tropisme-là, ce qui me concerne, c'est la modélisation des comportements humains ou la modélisation du social. Donc c'est un mode de modélisation des comportements humains et donc d'anticipation de ce que pourraient faire les gens, qui est nourri essentiellement de données brutes, qui affecte les comportements sur le mode de l'alerte, générant du réflexe, plutôt que sur le mode de l'injonction ou de la persuasion qui pourrait générer de la réflexivité. Et c'est un mode de gouvernement dont la cible n'est plus le présent, n'est plus l'actuel, mais est la pure potentialité, l'espace du possible. Alors qu'est-ce que j'entends par tout ça ? C'est que tout d'abord, ce serait aujourd'hui, dans l'hypothèse d'une gouvernementalité algorithmique, ce seraient les données numériques émanant de nos comportements, plutôt que les normes délibérées anticipativement,
plutôt que les conventions, plutôt que les institutions, qui constitueraient les nouvelles coordonnées de modélisation du social, et qui donc informaraient et guideraient l'action dans tous les secteurs d'activité et de gouvernement. C'est ce que j'ai appelé une forme de comportementalisme numérique. Alors, c'est extrêmement tentant. On pourrait faire une sorte, on pourrait problématiser un petit peu cet engouement pour l'idéologie technique des big data aujourd'hui, en la reliant à la crise radicale de la représentation, à la mise en crise aussi ou au discrédit systématique des processus institutionnels, délibératifs et langagiers, auxquels on tente à substituer une forme de normativité immanente au réel numérisé et qui prétend en quelque sorte nous dispenser de toute représentation. Alors quand je dis crise de la représentation, il ne s'agit pas simplement de la crise de certains types de représentation, comme la représentation politique, comme la représentation picturale, comme la représentation esthétique, etc. Il s'agit vraiment d'une crise beaucoup plus absolue et radicale de la représentation en tant qu'écart par rapport au réel. Ce dont nous ne voulons plus, c'est précisément d'avoir encore une forme de médiation entre nous et le réel. Si vous voulez, les big data répondent à cette utopie jamais atteinte jusqu'à présent d'un accès immédiat, hors langage, émancipé du joug de la représentation, un accès immédiat au réel lui-même. Donc c'est une sorte de passion pour le réel, si vous voulez. Ou comme dirait Alain Badiou, dans une certaine critique qu'il fait du théâtre contemporain, il dit un appétit excessif pour le réel. Dans ce qu'il raconte sur le théâtre, il critique le théâtre contemporain, il critique la fin de la représentation. Il dépeint une scène dans laquelle les acteurs sont nus sur scène et ne prétendent plus jouer un texte, ils prétendent traduire directement la spontanéité de leur propre corps. Et donc, ce sont des cris, ce sont des mouvements désordonnés, etc. Donc, c'est toute la couche de représentation, c'est-à-dire la couche d'interprétation, la couche de signification, la couche, en fait, de fabulation qui disparaît. Et je tiens qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus de la représentation. Nous ne voulons plus de la représentation sous toutes ses formes, je disais. Nous ne voulons plus de retard entre les événements et le rapport que nous pouvons faire de ces événements. D'ailleurs, dans le domaine de la recherche, on connaît très bien ce phénomène. Quand en tout cas, en Europe, mon centre de recherche, par exemple, on est fort financé sur des projets européens. Quand on fait la recherche, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le rapport de recherche. On écrit le rapport. Et en fait, le rapport est antérieur à la recherche. Il n'y a plus d'écart. On est dans une sorte d'impératif d'immédiateté dans lequel le rapport est l'action. Alors, crise de représentation aussi, je dirais même que la représentation même statistique du monde est mise en crise radicalement. Nous ne voulons même plus les catégories statistiques parce qu'elles ne sont pas suffisamment adéquates. Elles ne sont jamais totalement adéquates au réel. Nous ne voulons plus de la conventionnalité des objets statistiques. D'ailleurs, nous avons une haine, nous ne détestons être considérés comme faisant partie d'aucune classe aujourd'hui. Nous ne voulons plus être simplement des occurrences d'une catégorie statistique. Nous avons aussi une sorte de haine de la moyenne aujourd'hui. Personne ne veut être juste comme les autres. On ne veut pas être moyen. On n'a plus envie d'être juste des individus moyens. Nous voulons tous être exceptionnels. Mais pour être exceptionnels, pour être reconnus dans notre exceptionnalité, il faut une épistémologie assez particulière, c'est-à-dire il faut nécessairement avoir une très haute résolution. Il faut que, par exemple, que les algorithmes puissent nous voir en haute résolution, non pas comme des personnes qui sont inscrites dans des collectifs, qui font partie de catégories socialement éprouvées, mais comme la somme
simplement la somme de nos comportements, la somme de nos relations et interactions. Et donc, l'épistémologie des data science, ou le rêve ou la vision des big data, c'est bien ça, c'est l'idée d'une sorte de carte qui produirait elle-même son propre territoire. Quand je vous disais la couche des signaux numériques, elle est différente de la couche, elle est inadéquate dans une certaine mesure, mais elle explose toutes les formes reconnaissables en une myriade de données ou de signaux assignifiants individuellement, mais qui permettent une vision en très haute définition, qui nous empêche de voir les personnes. Moi, je disais, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet dans ce monde-là. Alors, je vais vous donner, pour faire une métaphore un peu lourde, certainement, les manières dont nous interagissons, par exemple, dans les relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, on voit l'autre qui est, comme disait Deleuze, c'est une personne, mais qui est enveloppée dans un paysage. Donc on donne une forme. Et ce qu'on aime dans l'autre, c'est tout le paysage dans lequel la personne est enveloppée. Il y a des formes. On a projeté des formes sur l'autre personne. Et c'est ce qui nous permet de nous dire amoureux. C'est ce qui nous permet de nous dire, a posteriori, par exemple, on est tombé amoureux. C'est peut-être l'effet simplement de mécanismes purement physiologiques, chimiques, etc. Mais on donne sens a posteriori à tout ça en donnant forme du récit, en disant nous étions faits l'un pour l'autre, simplement parce qu'on aime ce paysage dans lequel la personne est enveloppée. Maintenant, si vous observez à la loupe la personne de qui vous vous dites amoureuse, vous allez commencer à voir tous ces pores dilatés. Vous allez commencer à voir tous ces menus défauts de la peau qui font qu'il devient impossible d'aimer cette personne. Vous voyez ? Parce que vous ne voyez plus l'enveloppement. Vous ne voyez plus la personne enveloppée dans son paysage. Et du coup, toutes ces formes qui donnent sens, y compris à nos relations, et là c'est vraiment un enjeu éthique, toutes ces cosmétiques subjectives et intersubjectives fondent comme neige au soleil. Les flux de données passent au travers de tous ces masques sociaux, de toutes nos fictions, de toutes nos fabulations, de tout ce par quoi nous construisons dans nos relations. Et ça devient un univers véritablement, à mon sens, assez cauchemardesque. Mais bon, tout ça pour vous dire que finalement, cette passion pour le réel, cette passion pour la donnée infrapersonnelle, comme si finalement, si vous voulez, dans l'univers des big data, dans cette idéologie technique des big data, l'idée c'est que nous n'aurions plus à parler pour le monde. Nous n'aurions plus à rien nous représenter. Les choses parlent d'elles-mêmes. Et les données sont le langage des choses. Et c'est un langage émancipé du langage lui-même. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait, je pense, de tout à fait inédit, dont on a à évaluer, et c'est ça un peu l'objectif de mon travail, dont on a évalué les conséquences ou les enjeux sur le plan sémiotique épistémologique, sur le plan des rapports de pouvoir, parce que, vous voyez, cette haute résolution permet aussi de nouvelles pratiques de segmentation du social, de hiérarchisation, d'appariement, de notation ou de scoring, toutes des pratiques algorithmiques donc de recomposition, d'abord de décomposition des divisions à travers lesquelles, ou des catégories à travers lesquelles nous sommes prédisposés à percevoir et évaluer les événements du monde et ses habitants. On remplace toutes ces catégorisations a priori par quelque chose d'autre, d'être beaucoup plus immanent à nos propres comportements, par une autre forme de normativité qui se calque, dirait-on, sur la normativité de la vie même, qu'avait repéré d'ailleurs Georges Canguilhem quand il disait il y a une normativité de la vie même qui inverse en quelque sorte le rapport entre les normes et la vie. Ce ne sont plus les normes qui décident de la vie, c'est la vie elle-même qui produit ces normes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui paraît très naturel et qui paraît très émancipateur, parce que grâce à cette nouvelle forme de normativité algorithmique, on a l'air de pouvoir libérer la vie de toutes les formes dans lesquelles on n'a de cesse que de l'enfermer.
Donc cette sorte d'immanentisation qui avait été rêvée d'ailleurs par les penseurs critiques de l'école française des années 60-70, hein, Gilles Deleuze, Michel Foucault, etc. Quand par exemple Foucault disait que il y a une vertu de la récalcitrance qui consiste à ne pas vouloir être tant gouverné, de ne pas être gouverné comme ceci, ou en tout cas ne pas vouloir être gouverné en fonction d'autre chose que de moi-même. Ce que nous propose la gouvernementalité algorithmique avec tous ces profilages de plus en plus individualisés en quelque sorte. Quand vous voyez les publicités de IBM pour le Smarter Marketing, c'est vraiment mettre chaque consommateur au centre et adapter tout l'environnement informationnel, toutes les publicités à vos goûts, au goût de chacun, si vous voulez. Et donc ça correspond exactement à ce que Foucault avait l'air de vouloir, c'est-à-dire ne pas être gouverné en fonction d'autre chose que de moi-même. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que se multiplient les occurrences de profilage, les profils s'affinent et se multiplient, eh bien ne pas vouloir être gouverné, est-ce que ce n'est pas ne pas vouloir être profilé, est-ce que ce n'est pas ne pas se vouloir soi-même, à la limite. Donc on a l'impression d'une forme de gouvernement absolument peu normative en quelque sorte, hein, on a plutôt l'impression d'une sorte de télé-objectivité, une objectivité à distance, mais anormative, puisque les normes émaneraient elles-mêmes de nos comportements. Alors, donc on s'éloigne vraiment, je vous disais, une haine des catégories a priori, une haine de la moyenne. Pourquoi une haine de la moyenne ? Eh bien parce que la moyenne, elle est toujours un peu normative. Par exemple, chez Quetelet, un des pères fondateurs de la statistique, l'homme moyen, c'était l'homme parfait. Même si personne ne correspond vraiment à la moyenne, il y avait quand même cette visée de perfection. Le moyen, c'est le parfait. Tandis que chez Galton, eugéniste, le moyen, c'était le médiocre. Vous voyez, mais il y avait quand même des connotations extrêmement normatives attachées à cette idée de moyenne. Nous ne voulons plus de ces connotations normatives, parce qu'elles sont idéologiquement insoutenables, parce qu'elles sont politiquement débattables, etc. Et donc, si vous voulez, tout ce mouvement Big Data, gouvernementalité algorithmique, etc., fonctionne très bien là-dedans. Nous ne voulons plus non plus de la distinction qui serait faite a priori entre ce qui relève du bruit et ce qui relève du signal. Pourquoi ? Alors, c'est ce que Jacques Rancière expliquait est-ce que c'était dans le partage du sensible ? Je ne suis plus tout à fait sûre, mais il expliquait que dans la Grèce antique, eh bien, tous les discours des hommes notables relevaient du signal, c'est-à-dire avaient une pertinence, tandis que le discours des femmes, c'était du bavardage et c'était sans pertinence. Donc, vous voyez, il y a attaché à cette distinction entre le bruit et le signal, la distinction bruit-signal est éminemment instituante. Elle est éminemment politique. Elle traduit nécessairement des rapports de force, des rapports de domination dont précisément nous voulons aujourd'hui nous émanciper. Donc tout ça va vraiment dans le même sens. Et c'est pour ça que, Musil, par exemple, qui était un grand amateur de la statistique, tout à fait fasciné par la statistique, expliquait très clairement que il y avait une très grande sélectivité. Il y a nécessairement une très grande sélectivité dans les approches statistiques. On sélectionne les données qu'on va prendre en compte. Il disait finalement tous les éléments qui sont trop éloignés de la moyenne, on va le tenir pour du bruit. Vous voyez ? Dans le contexte des big data, cette notion même de moyenne, elle disparaît. Parce que quand vous avez des jeux de données qui sont éminemment plastiques en extension et en temps réel, c'est-à-dire qui grossissent continuellement, comment pouvez-vous encore faire une moyenne ? Ça devient quelque chose de techniquement impossible, mais en plus, pour faire résonner des profils, c'est-à-dire pour construire, pour qu'émergent par la grâce d'algorithmes automatiques des modélisations, des patterns dans ces jeux gigantesques de données, eh bien, nous avons besoin du bruit. Donc, rien n'est du bruit. Tout peut acquérir potentiellement une valeur, une utilité, peut contribuer éventuellement à des modélisations. Et donc, il y a une sorte d'inversion, si vous voulez, par rapport à celle-ci traditionnelle, qui était très sélective. On sélectionne les données en fonction d'hypothèses a priori, de catégories statistiques qu'on a choisies, qu'on a délibérées. Ici, il y a une sorte d'inversion. Eh bien, on va récolter
toutes les données qu'on peut, je caricature un peu parce qu'il y a quand même des opérations de nettoyage des données, etc., qui sont fastidieuses, mais on récolte quasiment tout, et on espère que, en faisant tourner des algorithmes dessus, les hypothèses, les catégories vont surgir spontanément du numérique lui-même. Et donc c'est ça qui donne une aura d'objectivité aussi très grande à tout ce métabolisme numérique. Et donc, c'est donc à travers ces nouvelles modélisations algorithmiques que vont s'évaluer de plus en plus et dans une quantité croissante, dans une proportion croissante des secteurs d'activité et de gouvernement, que vont s'évaluer donc les opportunités ou la dangerosité que présentent les différentes formes de vie. Alors quand je disais crise de la représentation, je dis ça va assez loin. Je disais aussi, il est impossible pour nous de nous représenter le monde des données massives. Donc c'est en fait aussi l'effet d'une nécessité. Ce tournant algorithmique est aussi l'effet d'une nécessité. Nous ne pouvons plus, face à l'afflux massif de données en temps réel, etc., nous n'avons plus le temps, nous n'avons plus les moyens, notre esprit humain n'est pas façonné de telle sorte que nous puissions transformer toutes ces données en informations utiles. Et donc il est absolument nécessaire d'automatiser et d'accélérer la transformation des données brutes en informations opérationnelles. Donc je ne dis pas que ce n'est pas une nécessité, mais ça transforme beaucoup de choses dans notre rationalité. Ça transforme radicalement notre rapport au réel. Hein? Là, j'en rajoute encore une couche. Je dirais que ça arrache le signal numérique de sa fonction de signifiant pour en faire littéralement le signifier lui-même. Donc, on entre dans une sorte de régime d'indistinction entre les signes et les choses, entre les signaux et les choses. À tel point que dans l'idéologie technique des big data, l'idée est que on n'a plus besoin du monde physique. Les données suffisent. À condition d'avoir suffisamment de données, ça suffit. Alors là, on s'écarte très radicalement de la statistique traditionnelle qui n'avait pas pour ambition de remplacer le monde, mais qui n'avait pour ambition que d'en donner une représentation avec une visée de neutralité. Or ici, il n'est plus question de représenter le monde par les données. Il est question de se dispenser d'observer le monde. Il est question de se dispenser de l'analyser, de l'évaluer, etc., de le qualifier, au profit, finalement, d'une forme de l'idée suivant laquelle on ne gouverne même plus le monde, c'est le monde qui se gouverne lui-même. Bon, ça se rapproche un peu de ce qu'Alain Suppiot décrivait dans la gouvernance par les nombres, hein, dans lequel il expliquait déjà que, à travers les objectifs chiffrés, etc., par lesquels on domestique l'activité professionnelle, l'activité des travailleurs, etc., les images chiffrées en viennent à tenir lieu de réalité. Et donc ce qu'on poursuit, c'est faire du bon chiffre, finalement, ce qu'il y a derrière le chiffre, dans cette logique ou dans cette société de l'optimisation constante, ce qu'il y a derrière, ce que peut encore représenter le chiffre, devient tout à fait indifférent. Ce qui compte, ce sont les chiffres. Et donc, si vous voulez, on voit bien qu'on décolle du sol, là. On n'est plus... Et donc, quand je dis gouvernementalité, je ne veux pas dire que ça gouverne. En fait, ça fait tout sauf gouverner. Ça nous dispense de gouverner ce qu'il y aurait à gouverner. Nous-mêmes, le monde physique, le monde naturel qui nous héberge, etc. Alors, il y a un paradoxe très grand. Il y a un paradoxe très grand que je cherche pour ma part à élucider. C'est que finalement, la substitution, on a l'impression, quand on parle de personnalisation algorithmique grâce au profilage, vous allez avoir un profil de, je ne sais pas moi, de consommateur, mais qui n'est que vous. On ne va plus vous traiter comme la ménagère de 50 ans, on va plutôt s'adresser à vous sur un mode beaucoup plus individualisé, en fonction de vos traces d'achat passées, mais aussi en fonction de ce que les gens qui sont en contact avec vous sur les réseaux sociaux ont acheté par le passé, etc. Si vous voulez, donc, on va s'adresser à vous en fonction de vos comportements,
Mais, alors on pourrait se dire, mais c'est bien, parce qu'il y a une attention très grande à la singularité des personnes, ça c'est une très bonne chose, mais en fait c'est tout sauf ça. C'est ça le paradoxe, c'est une personnalisation sans personne. C'est-à-dire qu'on substitue des formes de catégorisation extrêmement impersonnelles, extrêmement opaques et implicites aux catégories générales et abstraites préétablies, socialement éprouvées, politiquement débattues et débattables et contestables. Et donc finalement, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que, à la fois, l'idée d'une personnalisation à l'échelle industrielle n'est plus un oxymore, grâce justement au fait que, à la différence des pratiques statistiques, on prend toutes les données en compte. Et donc on ne peut plus dire que les résultats que donne l'algorithme, cette personnalisation, ça vaut pour les grands nombres, mais pas pour moi. Non, ça c'est ce qu'on pouvait dire à l'encontre de la statistique traditionnelle. Mais maintenant que toutes les données, y compris celles qui sont les plus éloignées de la moyenne, les plus éloignées des grands nombres, sont prises en compte, au contraire, on peut avoir, si vous voulez, on peut cerner de façon très individualisée les comportements des personnes. Et donc c'est très difficile de s'en distancier. Donc à la fois on dirait, mais voilà, c'est bien, l'individu est pris en compte. Mais en fait, les algorithmes, il y a une sorte de cécité très grande des algorithmes à l'égard de ce qui fait, non pas l'individualité des vies, mais la singularité de la vie, des vies, c'est-à-dire tous ces cosmétiques subjectives, etc., dont je parlais tout à l'heure. Donc, la cécité des algorithmes à l'égard de ce qui fait la singularité d'une vie et aussi en même temps de ce qui l'inscrit dans des contextes collectifs, au profit de ce qui relie chaque vie statistiquement à des profils impersonnels mais prédictifs, c'est précisément ça qui confère au processus algorithmique à la fois leur aura d'impartialité, mais qui les rend du même coup injusticiables et injustifiables. Alors je déplie ça un tout petit peu. Quand je dis indifférence ou cécité des algorithmes à l'égard de ce qui fait la singularité d'une vie, c'est-à-dire la manière dont j'ai, par exemple moi personnellement, dont je me rapporte moi-même à ma vie, ça va être court-circuité, cette manière qu'on a chacun de nous-mêmes de nous rapporter à notre vie est court-circuitée par le profilage algorithmique qui dit pour nous, qui prédit, donc on n'a plus besoin de parler puisqu'on est déjà dit, qui prédit ce dont on est capable. Alors un exemple dans le domaine de la publicité, finalement on pourrait se dire que nos désirs nous précèdent. Nous n'avons même plus besoin d'instituer nos propres désirs, c'est-à-dire de transformer nos pulsions en désirs et de les exprimer après mûre réflexivité. Non, on va être détecté, les algorithmes sont capables de détecter nos pulsions, c'est-à-dire à un stade infraconscient ou préconscient. On peut détecter nos pulsions, nous envoyer de la publicité ciblée. Je ne dis pas que ça marche. La question de ça marche ou ça ne marche pas, c'est encore une autre question. Mais je parle de la rationalité sous-jacente. Ça nous envoie de la publicité ciblée et on répond sur le mode du réflexe. Et donc, c'est comme si nos désirs nous précèdent. Ce ne sont pas nous qui précédons nos désirs. Et donc, on rentre dans une économie purement pulsionnelle, dans laquelle, à la fois, et ça c'est aussi un paradoxe, on survalorise l'individu. On va faire attention à vous, vous êtes un consommateur unique, vous n'êtes plus la femme de 50 ans dans le gros paquet des femmes de 50 ans ménagères, etc. Non, c'est vous, mais à la fois on fait ça, et en même temps on court-circuite tous vos processus d'individuation. À la fois les processus individuels de réflexivité, qui font que, oui, j'ai une pulsion ou une pulsion d'achat, mais je peux me raisonner. Et je change, c'est-à-dire que j'ai cette puissance en tant que sujet de ne pas faire tout ce dont je suis capable. Je serais bien capable d'acheter n'importe quoi. Ça, je suis capable d'acheter 25 000 boîtes de chocolat sous l'empire d'une fringale. Mais je suis aussi capable de résister, d'être récalcitrant par rapport à ça, et de ne pas faire ça. Je serais bien capable de passer à l'acte terroriste. Oui, techniquement, je suis capable. Et en plus, comme j'ai dans mon réseau social des gens qui sont abonnés à certaines newsletters qui sont en lien vague avec un tel, etc., oui, je peux correspondre, mes comportements peuvent correspondre à un profil impersonnel mais prédictif de terroriste potentiel. Mais j'ai cette capacité aussi de ne pas passer à l'acte. Et c'est cette capacité de ne pas passer à l'acte qui constitue précisément la puissance des sujets, ou les sujets comme puissance, qui se trouvent complètement niés
par les algorithmes. Donc c'est ça la cécité des algorithmes à l'égard de ce qui fait la singularité d'une vie. La singularité d'une vie, elle est tout entière contenue précisément dans cette puissance des sujets. Cette capacité même pas de résistance ni de récalcitrance, mais cette capacité de ne pas faire tout ce dont on est capable. Mais c'est une cécité aussi à l'égard de tout ce qui inscrit chaque sujet ou chaque personne dans des contextes collectifs. Alors ça, par exemple, dans le contexte des dispositifs algorithmiques à la douane, par exemple, on a beaucoup promu des dispositifs automatiques pour débiaiser en quelque sorte les douaniers. Parce que le douanier, il va arrêter un peu à la tête du client. C'est un peu l'idée, c'est que inévitablement, parce que nous en passons par l'épistème visuel, c'est-à-dire qu'on juge, que l'on le veuille ou non, sur base de la couleur de la peau, sur base de l'habillement, le fait que c'est un homme ou une femme, qu'il a tel âge, etc. Nous sommes hyper biaisés, que nous le voulions ou pas. Et nous ne voulons plus de ces biais, nous voulons objectiver les décisions. Et donc, il y a des dispositifs, des prototypes de dispositifs algorithmiques qui permettent de remplacer les douaniers et d'évaluer les risques de fraude, les risques d'inauthenticité des documents, etc. Non pas donc, sur base d'un interrogatoire de chaque personne, ni d'un screening visuel, mais sur base des trajectoires enregistrées numériquement, etc. Et donc des profils établis, des patterns décelés dans des quantités massives de données. Et donc, mais ça, alors on pourrait se dire, mais c'est bien parce que c'est beaucoup plus objectif. Il n'y aura plus de discrimination de genre, l'effet du racisme latent ne va plus être aussi important, etc. On dit, mais ça, c'est une bonne chose. Aussi dans l'emploi, etc., dans le recrutement, ça peut être une très bonne chose. Mais le problème à ce moment-là, c'est que précisément, comme les catégorisations algorithmiques ne se superposent plus du tout à des catégorisations socialement éprouvées, il devient impossible de s'organiser collectivement pour les contester. Il n'y a plus de possibilité d'action collective, parce que je suis seule catégorisée d'une certaine manière par un algorithme, et je ne saurai jamais pourquoi. Et je ne sais pas avec qui je suis catégorisée aussi de la même manière. Et donc je ne peux pas organiser de contestation, parce que la contestation isolée est absolument inefficace. Alors même que les algorithmes sont eux-mêmes biaisés. Alors pourquoi sont-ils biaisés ? Pourquoi ne sont-ils pas objectifs ? Là, je vais passer très vite là-dessus parce que c'est une question qui est un peu technique. Mais il y a différents types de biais. Il y a d'abord tous les biais qui sont dans les données. Les algorithmes, ils sont entraînés, aussi intelligents soient-ils, ils ont besoin d'apprendre et ils apprennent sur des jeux de données qui émanent de la société. Et notre société n'est pas exempte de biais. Et ce n'est pas parce que simplement on transcrit sous forme numérique une réalité sociale que de ce simple fait, on purge la réalité sociale de tous les biais qui l'entachent. Et donc, par exemple, si un employeur utilise des dispositifs algorithmiques de recommandation automatique à l'embauche pour devenir plus objectif, pour ne pas être biaisé, etc., mais qu'il utilise des dispositifs qui ont été entraînés sur des données qui proviennent d'un secteur de l'emploi dans lequel, par exemple, il y a énormément de discrimination de genre, les femmes n'accèdent, imaginons, jamais à des postes à responsabilité, eh bien, l'algorithme va prendre ces données qui vont être anonymisées. Ça, c'est une exigence de protection des données personnelles, ça, qui vont être anonymisées. Donc, ça veut dire aussi désindexer. Ça veut dire qu'on va oublier la source. On va rendre les données amnésiques de leur source et de leurs conditions matérielles de production. Et donc, on va naturaliser ces données qu'on va prendre pour des faits, alors même que les données ne sont jamais des faits. Elles ne sont jamais que des effets. Elles sont les effets de ce qui s'est produit. Et on ne va plus pouvoir questionner ce qui s'est produit. On naturalise une situation de fait. Et donc, le résultat, c'est que la modélisation algorithmique va ne faire que renforcer les normativités dominantes au lieu d'objectiver les décisions. Donc voilà, cette cécité, donc je disais, des algorithmes à l'égard de ce qui fait la singularité d'une vie et de ce qui inscrit chaque vie dans des contextes collectifs, au profit de ce qui la relie statistiquement, donc, à des profils impersonnels, parce qu'il est composé d'éléments infra-individuels d'existence quotidienne, mais d'une multitude de personnes. Donc c'est impersonnel, mais prédictif, confère au processus algorithmique à la fois leur aura d'impartialité, tout en les rendant, du même coup, injustifiables, incontestables, vraiment difficiles à remettre en cause.
Et donc là, on est dans un problème qui est un problème éthique, qui est aussi un problème juridique, les problèmes de discrimination algorithmique, etc., qui est pour l'instant relativement peu solutionné. Alors, comment ça se produit juste quelques éléments de description. Comment ça se produit, ce phénomène? Eh bien, ça se produit tout d'abord par la prolifération des données, dédoublement de la réalité dans sa totalité, mais de manière éclatée. Et ça, c'est un phénomène qui ne suscite étonnamment aucune récalcitrance. Comment ça se fait que ça ne suscite aucune récalcitrance? C'est une question que vous me supposez. Pourquoi est-ce qu'on laisse proliférer autant les données? Eh bien, c'est pour une série de raisons. C'est tout d'abord le caractère trivial et insignifiant, anonyme, de chaque donnée, finalement. Puisque ces petites données qui émanent de mes comportements, individuellement, je ne leur donne aucun sens. De la même façon que je ne vais pas donner une signification très essentielle à la transpiration, quoi. Je transpire. Bon, voilà, je transpire. Je ne fais pas de ma transpiration une donnée personnelle. Alors, c'est aussi parce que cet état de prolifération constante de nos données est une condition constitutive de l'accès à de nombreux services. Si nous ne consentons pas au traitement des données, que ce soit les nôtres ou des données anonymes, etc., eh bien, nous n'allons pas avoir accès à toute une série de services auxquels nous sommes véritablement habitués. Nous n'accéderons pas à la réalité augmentée. Or, nous voulons aujourd'hui vivre dans une sorte de réalité augmentée. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? La réalité augmentée, on appelle ça réalité augmentée, mais moi j'appelle ça plutôt une sorte de présent augmenté du possible, augmenté de l'avenir. C'est-à-dire que tous ces dispositifs nous permettent d'optimiser et de nous optimiser en continu. Qu'est-ce que c'est que l'optimisation? L'optimisation, ça consiste à tirer profit de la mise en visibilité d'un espace spéculatif. C'est-à-dire que jusque très récemment, on se disait que le possible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ce qui existe seulement, ce qui existe dans le présent, mais sur le mode de la pure possibilité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. C'est quelque chose sur quoi on ne peut pas vraiment agir. Vous voyez? Mais que voient les algorithmes, en fait? Ce que voient les algorithmes, c'est précisément cela. C'est cette zone du possible. C'est cette zone de ce qui nous échappait précédemment, c'est-à-dire cet excès du possible sur le probable. On pouvait gérer, plus ou moins par la raison que constitue le calcul des probabilités, on pouvait gérer une certaine proportion de l'incertitude, mais pas la totalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des institutions d'assurance qui font métier justement de répartir ce reste sur des collectivités solidaires. Mais ici, grâce aux algorithmes, aux big data, etc., l'idée, c'est qu'on va pouvoir se dispenser d'avoir à gérer ce surplus d'incertitude et qu'on va pouvoir optimiser absolument tout. D'où l'obsession, par exemple, pour le coût réel dans l'assurance. Que chacun paye, enfin, que chacun puisse payer son coût réel. Vous voyez, c'est la très grande individualisation. Et c'est précisément ce que, dans la strate historique un peu dans laquelle nous nous trouvons, c'est précisément ce que nous voulons, une sorte d'exactitude, d'hyper-personnalisation. Enfin, il est évidemment plus coûteux aujourd'hui d'effacer les signaux que nous émettons que de les conserver. D'où une sorte d'inversion d'ailleurs entre nos capacités d'oubli et nos capacités de mémoire. De tout temps, l'homme a semblé manquer de mémoire. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On peine à effacer. Et enfin, et ça je l'ai déjà évoqué, ces nouveaux dispositifs promettent de nouvelles possibilités de saisir ou de modéliser le social, à même le social lui-même. Et c'est précisément ce que nous voulons. Alors quand je vous disais que la cible de cette nouvelle forme de gouvernementalité a changé aussi. Chez Michel Foucault, dans la biopolitique décrite par Michel Foucault, c'était la cible des formes de pouvoir, c'était
la lèpre, la maladie mentale, éventuellement les enfants, les étrangers, etc. Il y avait des cibles, c'est-à-dire des portions de la population qui étaient la cible d'investissement du biopouvoir. Cette cible-là, me semble-t-il, enfin c'est mon hypothèse, est aujourd'hui tout à fait remplacée par quelque chose de beaucoup plus général et de beaucoup plus impalpable, qui est en fait l'incertitude comme telle. La portion incalculable de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'altération même. L'idée même d'une altération possible, mais imprévisible. L'excès de la vie sur le calcul. C'est précisément ça, la cible de cette gouvernementalité algorithmique. C'est d'ailleurs pour ça que ça met en crise potentiellement toutes les entreprises d'assurance. Puisque l'idée, c'est de se priver, enfin de se dispenser d'avoir à se confronter avec ce contre quoi précisément les assurances nous assurent, la portion incalculable, inassignable du danger ou de l'altération. C'est une immunisation du calculable contre la vie. Si on définit la vie comme ayant en son cœur, si on dit que ce qui définit la vie, c'est précisément les processus d'altération, c'est une immunisation de l'impassibilité machinique contre l'organisme vivant. Donc c'est ça la cible, c'est pour ça que c'est une gouvernementalité relativement difficile à saisir, parce que c'est une cible qui est très abstraite. C'est précisément ce que nous n'avons jamais réussi à saisir précédemment, que nous avons l'impression d'enfin saisir. D'ailleurs, il y a, me semble-t-il, une complicité énorme ou une proximité énorme entre tout ce que je vous raconte ici et un mouvement philosophique très à la mode qu'est le réalisme spéculatif. Alors, qu'est-ce que le réalisme spéculatif ? Eh bien, c'est cette idée qu'on pourrait renverser toute la philosophie depuis Kant, où finalement, l'idée depuis Kant, c'est quand même le corrélationnisme, c'est-à-dire qu'on a accès au réel, on ne peut deviser, on ne peut philosopher, on ne peut raisonner que sur des choses qui ont un rapport avec nous, c'est-à-dire qui sont liées à notre perception. Par rapport à quoi ce qui nous échappe, ce qui échappe à notre sensibilité, à notre perception, relèvera plutôt soit de la métaphysique, soit de la religion. Alors que les big data, et les algorithmes, se privant du point de vue du sujet ou prétendant avoir une sorte de vue atopique, émancipée du joug du point de vue aussi, il y a cette idée de perte du point de vue, pourraient s'inscrire assez bien dans cette idée du réalisme spéculatif, que nous pouvons raisonner sur des choses qui nous échappent complètement, sur le monde sans nous. Quand bien même nous ne serions plus là, il y aurait encore une rationalité du monde qui serait pensable. Ça, je ne sais pas si vous connaissez Quentin Meillassoux, tout ce courant du réalisme spéculatif, qui est quelque chose d'éminemment glaçant, parce que d'éminemment à la fois totalisant et glaçant, d'une rationalité absolument clôturée sur elle-même, qui ne se laisserait plus déranger par aucune subjectivité, par aucun point de vue, par aucun intérêt, d'une sorte d'objectivité absolue, en fait, d'objectivité de l'objet même, sans qu'il n'y ait plus même besoin d'un point de vue sur l'objet pour en dire quelque chose. Donc là je trouve ça assez glaçant. Mais donc, la cible n'est plus l'actuel, ce n'est plus le topologique, c'est le virtuel. Le virtuel que je définis un peu comme Deleuze, comme cette sorte de couche de possibilités dont tremble toujours l'actuel. Les choses sont là, mais elles pourraient aussi être autre chose. Alors, c'est à la fois la contingence et la potentialité qui se trouve réduite ou ratatinée sur une sorte de pure présence des données. Quand je dis abolition de la contingence, je le dis parce qu'on passe en fait avec ces traitements algorithmiques de données, avec cette idéologie technique des big data, on se dispense finalement, on passe des ambitions de la rationalité moderne qui liaient les phénomènes à leurs causes, vers une sorte de rationalité postmoderne purement inductive qui se dispense des causes. Alors quand on se dispense de réfléchir sur les causes, on se dispense d'avoir à penser aussi que les causes auraient pu être différentes et que l'état de fait, par conséquent, aurait pu être différent. C'est pour ça que
ce que fait la gouvernementalité algorithmique, c'est de la préemption. Et ça nous prive de prévention. Quand on se désintéresse des causes, on ne peut plus faire changer les causes et donc on ne peut plus agir sur les effets. La cible de la gouvernementalité algorithmique, ce sont précisément ces effets, mais qu'on va essayer de court-circuiter en les anticipant, mais pas en faisant de la prévention. C'est comme en France, Manuel Valls, qui a dit à un moment, essayer de comprendre comment les personnes deviennent terroristes ou se radicalisent, c'est déjà à moitié les excuser. Vous voyez, on ne peut plus aujourd'hui essayer de comprendre les causes. Ce qu'il faut, c'est prévenir les phénomènes, ne s'intéresser jamais qu'aux effets. Donc anticiper le passage à l'acte terroriste sans comprendre pourquoi. Mais ça nous empêche d'agir. Quand je dis ça nous prive de puissance, ça nous empêche d'agir à un stade préventif. Et donc c'est l'inverse, me semble-t-il, d'une certaine forme de sagesse, ou c'est l'inverse d'une forme de ce qu'on appelle gouverner. Gouverner implique quand même de s'intéresser aux causes des phénomènes et d'essayer de les corriger. C'est l'inverse de l'épidémiologie. Parce qu'on pourrait se dire, mais c'est une sorte d'épidémiologie sociale. Non, c'est l'inverse de l'épidémiologie qui consistait à voir quels sont les déterminants de certaines prévalences dans certaines portions de la population, de certaines pathologies, par exemple, pour jouer sur ces causes et essayer de corriger. Ici, non, on se désintéresse complètement des causes. D'où, voilà, il y a des enjeux politiques quand même et éthiques assez importants. Je regarde juste l'heure. Ah oui, ça sera bientôt temps déjà de clôturer. Je n'en suis qu'à mes prémices, mais c'est pas grave, parce qu'on pourra discuter plus tard de tout ça. Mais donc voilà, pour conclure sans avoir commencé, je pense qu'on en est tous là par rapport à ces questions de toute façon, parce que c'est tellement large, c'est tellement bouleversant au fond sur le plan culturel, épistémologique, etc. Pour conclure, je dirais que la gouvernementalité algorithmique, on parle beaucoup aujourd'hui dans les journaux de tyrannie des algorithmes, on nous fait peur avec ce genre de trucs, les algorithmes qui vous gouvernent, etc. Mais en fait, les algorithmes, ils n'ont pas du tout, d'abord, ils n'ont pas d'objectif personnel, ils n'ont pas d'intentionnalité, ils n'ont pas un but de gouvernement, ni quoi que ce soit, et ils ne sont pas faits pour gouverner, en fait. Ils produisent des effets de gouvernement, mais c'est une sorte d'effet secondaire, si vous voulez, ou d'effet... ça produit des effets de gouvernement, ça nous fait réagir d'une certaine manière, en nous exposant à certaines choses qu'on n'aurait pas vues autrement, etc., mais ça ne veut pas nous gouverner. Ça veut au contraire on les utilise pour nous dispenser de nous gouverner nous-mêmes, déjà. Mais par contre, on s'en sert aussi pour dépenser l'avenir. Et je dis dépenser avec un tiret entre le dé et penser, c'est-à-dire aux deux sens de dépenser. Comme ça, c'est tellement anticipatif, etc., ça nous permet d'anticiper sans avoir à réfléchir, sans avoir à faire du projet, ça court-circuite nos projets, etc. Ça nous permet de nous dispenser de penser l'avenir, et ça nous permet aussi de dépenser au sens d'épuiser l'avenir. Parce que, finalement, ce qui nous manque par rapport à tout ça, c'est une politique des espaces-temps potentiels. Tout cet espace de la potentialité, de ce que nous pourrions faire, ce que nous pourrions vouloir faire, ce que nous pourrions vouloir acheter, ce que nous pourrions vouloir devenir, etc., aujourd'hui, est investi par avance, essentiellement par les GAFAM, par exemple, par les gros acteurs de l'Internet, ou par certaines bureaucraties publiques ou privées, qui investissent par avance cet espace de la potentialité, non pas pour l'ouvrir à des devenirs, à des bifurcations, à des communs inanticipés, inanticipables, mais au contraire pour clôturer tout ça sur quelque chose qui soit suffisamment calculable, prévisible et calculé de telle sorte que ça satisfasse la fonction objective qui a été déterminée par ces bureaucraties-là. Vous voyez, c'est ça l'enjeu, parce qu'on pourrait se dire, il y a une sorte de similitude très grande entre tout ce que j'ai essayé de vous présenter entre peu de mots ici, d'immanentisation, etc. Est-ce que Deleuze et Guattari appelaient le rhizome, ou Simondon appelait l'individuation, etc. Donc une sorte
d'ontologie de la relation qui peut paraître extrêmement émancipatrice a priori. D'ailleurs, elle était voulue par les penseurs critiques de ces années-là, les années 70, comme étant une émancipation par rapport à toutes les autorités, les institutions, etc., très verticales de l'époque. Mais s'il voulait cette sorte de revanche du plan d'immanence sur le plan d'organisation, c'était afin d'ouvrir sur l'avenir, l'advenir, c'est-à-dire de laisser l'advenir ouvert, de laisser une sorte d'hospitalité pour ce qui vient, ce qui n'est pas encore là. On parlait le peuple à venir, etc. Alors qu'ici, effectivement, les algorithmes ouvrent de nouveaux espaces spéculatifs, mais qu'ils clôturent immédiatement en faisant de l'optimisation. Et l'optimisation, qu'est-ce que c'est? L'optimisation est toujours basée sur l'échu, sur les données qui ont été enregistrées, c'est-à-dire sur la transcription d'événements, etc., qui ont trouvé un présent dans lequel s'actualiser. Donc c'est sur l'échu, sur ce qui est déjà arrivé, sur l'état de fait. L'optimisation, c'est la meilleure façon de conserver un état de fait, en quelque sorte, y compris des états de fait tout à fait insoutenables. Et pour l'instant, c'est ce qui se produit. Hein. On optimise pour produire davantage de choses extrêmement polluantes, pour exploiter davantage le capital humain, y compris en poussant les gens jusqu'au burn-out et à la mort. Vous voyez, c'est ce genre de choses. On fragmente, on hyper-fragmente tout ce qui pourrait avoir encore une forme signifiante pour les humains, que ce soit les collectifs, les syndicats, les organisations, les solidarités entre assurés, etc. On fragmente, donc c'est vraiment un projet de dissociété qu'on est en train de mettre en place. Donc, là, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Du coup, ma phrase est vraiment beaucoup trop longue. donc si vous voulez, oui, voilà, on dépense l'avenir en épuisant les puissances, l'empuissance. Et l'empuissance, c'est vraiment la cible ultime de cette gouvernementalité algorithmique, alors que les algorithmes pourraient nous servir à toute autre chose. Et ce sont je trouve que ce sont des techniques absolument magnifiques. Parce que le point de vue des algorithmes, quand il est bien articulé, si vous voulez, à l'intelligence humaine, intelligence machinique, intelligence humaine, peuvent se compléter assez merveilleusement, étant donné que ce que voient les algorithmes et que nous ne pourrons jamais voir, ce sont précisément les régularités dans le monde, mais qui ne sont visibles que sur les très très grands nombres. Ça nous échappe. Donc ça peut nous rendre sensibles précisément aux singularités du monde qui nous échapperaient, aux possibilités qu'on n'aurait pas envisagées, etc. À condition que ça reste ouvert, c'est-à-dire que ce ne soit pas utilisé uniquement pour maximiser des petites fonctions solipsistes d'entreprises privées ou des paranoïas étatiques hyper sécuritaires. Mais si on ouvre les fonctions objectives possibles à d'autres choses, ça peut être un instrument merveilleux d'augmentation de notre intelligence humaine. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, je ne pense pas qu'on reviendra à un monde prénumérique, etc. Et c'est quelque chose de tout à fait heureux. Et c'est quelque chose d'heureux qui nous arrive avec ce monde des big data, parce que ça nous permet aussi, c'était le speech initial que j'avais initialement prévu, ça nous permet de dépoussiérer toute une série de concepts juridiques, le concept de protection des données, etc. C'est une chose heureuse, mais qu'il faut penser en essayant d'aimer nos biais, hein, aimer les biais à travers lesquels et choisir les biais à travers lesquels nous percevons le monde. Nous n'allons jamais nous défaire, même à travers grâce aux machines, etc. On aura toujours un accès. L'accès qu'on peut avoir au monde, c'est toujours à travers des représentations. Et les représentations algorithmiques, les représentations humaines peuvent se compléter. Mais il faut les faire se compléter en connaissance de cause. Alors, juste un dernier petit exemple. Par exemple, toutes les interdictions de discrimination faites sur base de l'origine ethnique, du genre, des opinions religieuses et tout ce genre de choses-là en droit, ce sont des biais. Ce sont des biais des algorithmes du droit, en fait. Hein. C'est l'algorithme juridique a ce biais-là. Mais ce biais-là, il est justifié par une fonction objective qu'est la justice, ou l'équité, ou l'égalité d'opportunité, l'égalité des chances. Ça, ce sont les fonctions objectives du droit. Vous voyez, et donc, ce sont des fonctions objectives qu'il faut défendre. Mais aux yeux d'un algorithme optimisateur, par exemple, qui n'aurait
dont la fonction objective serait la maximisation du profit d'une entreprise, eh bien, l'algorithme humain paraît complètement biaisé. Vous voyez, et des biais qui sont contraires à l'optimisation économique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important, je pense, de concevoir que chaque discipline a ses modes particuliers de production de ce qui compte comme la réalité, de production de ce qui est des variables pertinentes, qui ont leur dignité. Donc il faut, je pense, résister un peu à l'impérialisme technologique des data science, qui risque aussi quand même de ratiboiser toutes ces spécificités, par exemple, du monde juridique, de la vérité juridique, l'artificialité du monde du droit par rapport à cette revendication d'empirie du monde des données. Voilà, mais par contre, je pense que ce ne sont pas aux algorithmes qu'il faut adresser nos critiques. Il ne faut pas mal adresser la critique. Ce ne sont pas les algorithmes qui sont en faute, c'est la paresse de notre pensée, c'est notre paresse de penser, c'est le déclin du langage aussi, la renonciation, notre renoncement à nommer les choses par des mots. On ne veut plus de cette couche sémantique, sémiotique. Or, je pense que le langage est la ressource de récalcitrance par excellence à cette gouvernementalité algorithmique, de par précisément la polyvocité des mots eux-mêmes, le fait qu'ils sont tous porteurs de bifurcation dans l'interprétation ou les usages qui en sont faits, etc. Donc ça, c'est une ressource vivante de récalcitrance. Donc voilà, pour ne pas parler trop longtemps, j'en finirai par ça, vive le langage et vive la parlotte. Et donc je veux bien répondre à vos questions et je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup.